Les Maliens sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président lors du second tour de la présidentielle placé sous haute sécurité. Le sortant Ibrahim Boubacar Keïta est annoncé comme grand favori du scrutin. En Tunisie, des milliers de personnes ont manifesté sur la place du Bardo devant le Parlement. Elles protestaient notamment contre l'égalité entre hommes et femmes au moment de l'héritage et la dépénalisation de l'homosexualité. Et puis après s'être résolument tourné vers le monde anglophone en faisant il y a 10 ans de l'anglais la langue d'enseignement, le Rwanda a effectué ces dernières années un rééquilibrage avec le retour en grâce du français. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les Maliens sont allés au vote ce dimanche pour élire leur président lors du second tour de la présidentielle placé sous haute sécurité. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est annoncé comme le grand favori de ce scrutin. Mais avant même l'ouverture des bureaux de vote, le camp de l'opposant Soumaïla Cissé a dénoncé une fraude en préparation. Reportage. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président lors du second tour placé sous haute sécurité. Grand favori pour décrocher un deuxième mandat de 5 ans, Ibrahim Boubacar Keïta avait récolté 41,70% des suffrages au premier tour contre 17,78% pour son opposant Soumaïla Cissé qui n'a pas su unir l'opposition pendant l'entre-deux tours. Les bureaux de vote doivent ouvrir officiellement de 8h à 18h GMT, mais avant même l'ouverture des bureaux, dans la nuit de samedi à dimanche, le camp de l'opposant Soumaïla Cissé, en lice face au président sortant, a affirmé qu'une fraude était en préparation. Lors d'une conférence de presse tenue après 0 GMT au QG du candidat de l'opposition, son directeur de campagne, Thiébile Dramé, a déclaré que cela fait 3 jours que des bulletins de vote circulent dans le pays. Des bulletins censés être sous-scellés et ouverts seulement en présence des assesseurs, des délégués et des mandataires des candidats. L'affiche manque également de nouveautés. Les 2 finalistes qui ont milité dans le même parti dans les années 1990, puis fait partie des mêmes gouvernements, s'étaient déjà affrontés en 2013, où Ibrahim Boubacar Keïta l'avait emporté à plus de 77%. Les résultats de ce second tour sont attendus dans 4 ou 5 jours après le vote. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa réélection, a déposé son bulletin dans l'urne à Bamako. À cette occasion, il a mis en garde contre des manœuvres et mises en scène de fraude électorale. Ceci quelques heures après la dénonciation par l'opposition d'une vaste manipulation en cours. On l'écoute. Ce peuple se remet en ligne pour son irrésistible ascension. La trame de son histoire se remet en place et je gage que tout ce que nous avons connu comme difficulté sera de plus en plus et désormais derrière nous. Donc merci à toutes, merci à tous. Surtout une journée calme, paisible, que l'on ne réponde à aucune sorte de provocation. Alors un mot. Il y a des manœuvres dont nous savons qu'elles seront à l'œuvre pour faire croire que nous serions dans des logiques de fraude. Comment frauder quand on a l'assurance de l'estime de son peuple? Pourquoi devons-nous essayer de frauder? Nous restons au Mali où la sécurisation est l'un des enjeux de ce second tour de l'élection présidentielle. Lors du premier tour, plus de 800 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir à cause des violences, essentiellement dans la région de Mopti au centre et dans la région de Tombouctou. Pour ce second tour, la sécurité a été renforcée avec 20% de militaires en plus sur le terrain afin de remédier aux faiblesses relevées lors du premier tour. 6 000 hommes supplémentaires seront déployés sur l'ensemble du territoire, indique le ministère de la Défense, en plus des 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour. Ce dispositif reste composé de policiers, gendarmes et militaires maliens, des membres des groupes armés impliqués dans l'accord de paix d'Alger et forces étrangères participent aussi à la sécurisation. Des survols aériens de l'armée de l'air sont également prévus si les conditions climatiques nous le permettent, explique un conseiller du ministre de la Défense. L'objectif est de faire baisser ce chiffre de 871 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir il y a 15 jours. Car, malgré cette mobilisation des forces de sécurité, une série d'attaques ont été signalées pendant le premier tour, essentiellement au centre du pays, dans la région de Mopti.
Dans cette zone où prolifèrent des groupes armés terroristes, du matériel électoral avait été brûlé ou volé, des agents électoraux menacés ou violemment molestés. Au nord également, dans la région de Tombouctou, plus d'une cinquantaine de bureaux n'ont pas pu ouvrir selon le ministère de l'administration du territoire. Face à tout ceci, certains au Mali auraient aimé voir la CEDEAO participer à la sécurisation des zones du centre du pays, notamment à l'occasion de ce second tour. Mais pour Abdou Cheaka Touré, représentant spécial de la CEDEAO au Mali, il est impossible de répondre à cet appel, la sécurisation des opérations électorales relevant de la compétence exclusive du Mali. Mais il se veut confiant pour le second tour. Autre actualité dans cette édition, en République démocratique du Congo, un nouveau décès a été enregistré parmi les cas confirmés de la maladie à virus Ebola, a été enregistré dans la province du Nord Kivu, pourtant à 11 le nombre de morts parmi ces cas. Ce nouveau décès a été enregistré à Beni alors que 4 nouveaux cas confirmés ont été découverts à Mabalako dans la province du Nord Kivu d'après un nouveau bilan du ministère congolais de la Santé. 48 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 21 confirmés et 27 probables. Arrivé la veille dans la région, le directeur général de l'OMS s'est rendu samedi à Mangina, épicentre de cette nouvelle épidémie qui touche l'est du pays. Des milliers de personnes ont manifesté sur la place du Bardo devant le Parlement à Tunis. Elles protestaient contre l'égalité entre hommes et femmes au moment des héritages, la dépénalisation de l'homosexualité et d'autres réformes sociétales proposées par une commission présidentielle. Les images. Le rapport de la Commission présidentielle pour la liberté individuelle et l'égalité continue de faire débat en Tunisie. Ce rapport de 232 pages recommande notamment l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore l'égalité entre hommes et femmes dans l'héritage. Ces propositions heurtent certains Tunisiens qui les jugent contraires à l'islam, d'où ce mouvement de protestation organisé par la Coordination nationale pour défendre le Coran et la Constitution dans la capitale tunisienne. La marche qui réunit des milliers de Tunisiens intervient 2 jours avant la fête de la femme en Tunisie et un discours du président de la République qui devrait proposer des projets de loi inspirés du rapport de la Commission pour les libertés individuelles et l'égalité. Formée il y a 1 an par le président Béji Caïd Essebsi, la Commission a en juin dernier proposé une série de réformes pour traduire dans les lois l'égalité inscrite dans la Constitution depuis 2014. Elle suggère principalement que le patrimoine familial soit par défaut partagé de façon égale entre héritiers, hommes et femmes, alors que la loi actuelle qui s'appuie sur le Coran prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Le président tunisien qui doit prononcer lundi un discours à l'occasion de la journée de la femme pourrait évoquer cette réforme épineuse. Une nouvelle manifestation en faveur de l'égalité et des libertés individuelles est prévue lundi soir après son discours. Au Tchad, les enfants souffrant de malnutrition sévère a atteint un nombre alarmant dans les établissements hospitaliers de N'Djamena. Il s'agit là d'un constat fait par l'ONG Alima, une organisation humanitaire. Plus de précision à travers cet élément. Les enfants tchadiens souffrant de malnutrition sévère ont atteint un nombre alarmant dans les établissements hospitaliers de N'Djamena, selon l'ONG Alima, entendue Alliance pour l'action médicale internationale. Selon le docteur Moumouni Kenda, responsable d'Alima au Tchad, la diminution de la production agricole dans la région du Sahel a entraîné une augmentation du nombre de personnes qui migrent des zones rurales vers les zones urbaines où elles vivent dans des conditions précaires. Médecins sans frontières a décidé, en partenariat avec le ministère de la Santé tchadien, d'ouvrir dès jeudi à N'Djamena une unité nutritionnelle hospitalière d'une capacité initiale de 50 lits selon un communiqué. L'ONG prévoit également de développer plusieurs centres nutritionnels ambulatoires dans la capitale afin que les enfants puissent suivre le traitement à domicile et bénéficier d'un suivi adapté. Amnesty International avait fait état dans un rapport publié mi-juillet d'une baisse du budget de la santé au Tchad, affirmant qu'entre 2013 et 2017,
il avait diminué de moitié, entraînant notamment des pénuries de médicaments. Après s'être résolument tourné vers le monde anglophone en faisant il y a 10 ans de l'anglais la langue d'enseignement, le Rwanda a effectué ces dernières années un rééquilibrage avec le retour en grâce du français et voit désormais dans ce bilinguisme un atout. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, est en pleine campagne pour le poste de secrétaire général de la francophonie. Reportage. Devenu en 2007 membre de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, anglophone, puis en 2009 du Commonwealth, le Rwanda a donné l'impression de se détourner de l'espace francophone. Ce d'autant que les relations entre le Rwanda et la France, accusées par Kigali d'avoir joué un rôle dans le génocide qui a fait environ 800 000 morts, restaient extrêmement tendues malgré la reprise des relations diplomatiques en 2009. Je pense que l'interprétation qui veut faire croire que le Rwanda s'est tourné vers l'anglais contre le français a peut-être été le résultat des relations entre la France et le Rwanda. Je crois qu'il y a eu confusion. La décision brutale de changer la langue d'enseignement n'a pas été sans conséquence. Elle a mis en lumière la pénurie d'enseignants anglophones et contraint les francophones à enseigner mal, le plus souvent, dans une langue qu'ils maîtrisaient peu. Et si les Rwandais se sont d'abord tournés massivement vers l'anglais, ils n'ont pas complètement délaissé le français qui a récemment retrouvé de la vigueur. Dans l'éducation, le français est aussi enseigné que l'anglais. Actuellement, il est aussi enseigné que le swahili. Ça dépend du public. Si tu veux parler au Rwandais des choses simples, claires, compréhensibles dans notre public rwandais, vous écrivez qui est Rwanda. Si vous voulez parler à une classe un peu plus cultivée, qui a des notions un peu plus internationales, vous écrivez en français. Selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF, 700 000 Rwandais, soit 6% de la population, étaient francophones en 2015. Le français reste ainsi la langue étrangère la plus parlée au Rwanda devant l'anglais. Les francophones rwandais pensent que l'élection de Mushikiwabo comme secrétaire général de l'OIF permettrait d'encore renforcer la place du français au Rwanda sans renier pour autant l'anglais. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.